Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le jeudi 12 novembre 2020 et j'ai aujourd'hui la chance de lancer une nouvelle émission de la série qui s'appelle Les penseurs hétérodoxes. Selon moi, aujourd'hui, il y a une pensée unique qui est contre-productive, qui est même parfois dangereuse. On laisse simplement la parole toujours aux mêmes experts, aux mêmes technocrates, aux mêmes spécialistes. Et il est pour moi donc important, avec la chaîne Akina, de donner la voix à des penseurs trop peu connus, selon mon regard subjectif, et essayer de valoriser ces pensées divergentes, ces pensées hétérodoxes. Et donc pour cette première émission de la série, j'ai la chance d'accueillir Christian Loru. Bonjour à toi Christian. Bonjour Renaud. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de ma chaîne Akina. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous pour essayer de partager ton regard, ton point de vue et tes réflexions au grand public. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que déjà dans un premier temps, Christian, tu pourrais te présenter pour les internautes, ton parcours, ta formation et après on approfondira évidemment les projets en cours. Oui, bien sûr. Alors, donc Christian Loru, je suis de formation ESSEC. J'ai exercé longtemps l'activité de chef d'entreprise et très rapidement, assez rapidement, je suis interrogé dans le cadre de mes activités professionnelles, mais aussi dans le cadre de mes rapports sociaux, sur les fondements et le sens du système économique capitaliste, croissanciste, dans lequel nous vivons tous, mais également sur la validité de son mode de gestion politique. C'est ainsi que je suis passé progressivement, je le dis souvent, de l'action à la réflexion, en commençant à écrire des ouvrages de réflexion, de critique d'économie politique, en réalisant des vidéos, en donnant des conférences. Et aujourd'hui, disons que je pourrais me qualifier de chercheur indépendant, là, indépendant, j'y tiens, en organisation sociétale. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Ensuite, j'aurais aimé introduire cet entretien avec une question un peu personnelle, mais c'est important aussi pour moi de savoir qu'est-ce qui anime les personnes que j'interviewe. On est là évidemment dans une réflexion politique, de société, mais il est aussi important de savoir quels sont les êtres humains, qu'est-ce qu'il y a derrière cette apparence. Et donc pour introduire cette interview, j'aurais aimé savoir personnellement, toi Christian, qu'est-ce qui t'est intolérable aujourd'hui dans notre société et qui est une raison et un moteur de ton engagement depuis maintenant de nombreuses années? Je dirais qu'au départ, mon entrée, je dirais, en réflexion et en pensée, n'est pas forcément mue par une révolte, mais par une analyse. C'est-à-dire que confronté aux deux éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une interrogation sur est-ce que notre système de production capitaliste croissanciste a du sens, est-ce qu'il a un avenir? Bon, c'est une question. Et donc, cet esprit de chercheur, de recherche qui m'a animé, surtout dans un premier temps, et également pour ce qui concerne le volet plus politique, plus institutionnel, est-ce que la façon dont l'organisation sociétale gère le mode de production, c'est-à-dire finalement quel type d'exercice du pouvoir on a mis en place pour gérer ce mode de production, voilà, donc c'est plutôt l'analyse et qui me motive plus qu'une révolte. Alors, au fur et à mesure que l'analyse se précise, on se rend compte, je me suis rendu compte qu'il y avait au niveau des causes de ces dysfonctionnements des choses effectivement scandaleuses, révoltantes. Donc, pour moi, la révolte vient plutôt en conséquence de l'analyse plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, je t'invite aussi dans le cadre donc d'un collectif que tu as créé, un collectif qui s'appelle Démocratie Directe et Résilience. On fera aussi d'ailleurs sûrement une émission avec ce collectif précisément. Mais donc on va aujourd'hui plutôt aborder la question autour du monde politique, autour du monde de la gouvernance de la cité. Comment aujourd'hui notre cité est gouvernée, quelles sont les limites de cette gouvernance et quelles solutions concrètes, à la fois intellectuelles mais aussi dans sa mise en application concrète, nous pourrions mettre en œuvre à l'échelle citoyenne pour pouvoir répondre à cet enjeu. Je me permets aussi de poser une première question un peu naïve peut-être, mais malheureusement il est important pour moi aussi de donner aux individus et au grand public des éléments qui permettent de déconstruire des préjugés et des idées reçues de notre époque. Et donc souvent, quand j'étais à l'époque à l'école, ou encore aujourd'hui dans les médias, ou dans des discussions en famille, eh bien souvent on me dit que la France est une démocratie.
Et toi, au vu de ce que j'ai étudié et lu de tes travaux, tu affirmes le contraire. Et donc, qu'est-ce qui te permet, malgré qu'on nous dise qu'il y a les élections en France, qu'il y a la liberté d'expression, qu'il y a une liberté de se déplacer, etc., une liberté d'entreprendre, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, Christian, d'affirmer que la France n'est pas une démocratie? Alors, tout d'abord, chacun peut donner la signification qu'il veut aux mots qu'il emploie. Tout à fait. Euh, il s'agit, lorsqu'on discute, de savoir si on est d'accord sur le sens des mots. Pour ce qui concerne la démocratie, c'est l'exemple type de mots polysémiques, c'est-à-dire que chacun peut donner une signification tout à fait différente, une acception différente. Mais si on se réfère, ne serait-ce qu'à l'étymologie du mot démocratie, démocratie, c'est la juxtaposition de deux racines grecques, démos et kratein. Démos, c'est le plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple, et kratein, c'est gouverner. Alors, à partir de là, on a déjà une grille de lecture de l'organisation politique qui est mise en place pour gérer une société. Jean-Jacques Rousseau disait qu'il y avait trois systèmes d'organisation politique et il n'a pas été démenti par la suite. Donc on peut considérer que cette classification est aujourd'hui validée, légitimée. Trois systèmes qui sont la monocratie ou monarchie, l'aristocratie ou oligocratie et la démocratie. Alors, la monocratie ou monarchie, c'est l'exercice du pouvoir par un homme seul, exercice du pouvoir total, c'est-à-dire celui de faire les lois et celui d'appliquer les lois qu'il a faites lui-même, de les faire appliquer. Bon. L'oligocratie ou oligarchie, que Rousseau appelait également aristocratie, c'est l'exercice du pouvoir par un groupe restreint de personnes. Donc on est en fait encore dans la logique de la monarchie, mais c'est plus un homme seul, c'est un petit groupe. Et puis la démocratie, eh bien c'est l'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons certainement pas la démocratie, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, parce que si on prend l'acception du mot pouvoir comme le pouvoir suprême, c'est-à-dire celui de faire les lois, aujourd'hui ce n'est pas le plus grand nombre qui fait les lois, mais c'est un tout petit nombre. Donc, nous sommes objectivement, donc ce n'est pas une question de jugement de valeur, là, objectivement, je dirais étymologiquement, presque mécaniquement, dans un système d'oligocratie, c'est-à-dire un système dans lequel l'exercice du pouvoir suprême, c'est-à-dire celui de faire les lois, notamment, est exercé par un groupe restreint de personnes. Donc, démocratie, certainement pas. Oligocratie, forcément, puisque ça colle exactement, la définition de l'oligocratie colle exactement à la façon dont se passent les choses. Maintenant, monarchie, bon, je laisse à l'observateur objectif le soin de dire quelle est la frontière qu'il y a entre l'exercice du pouvoir par un homme seul et l'exercice du pouvoir par une minorité restreinte. Et ce que tu nous partages me fait penser au fait qu'aujourd'hui c'est totalement assumé. On entend dans les discours dominants, dans les médias ou de la part des hommes politiques, qui nous partagent le fait qu'ils sont persuadés qu'il est trop complexe pour le grand public de pouvoir comprendre les enjeux de notre époque et que c'est une nécessité en fait de transmettre le pouvoir aux personnes compétentes, aux technocrates, aux bureaucrates, aux oligocrates, qui ont, eux, une capacité, à travers leur intelligence, qui serait supérieure à la moyenne et au grand public, de gouverner la cité. Et donc face à ces trois types de régimes que tu nous as présentés, je te remercie parce que malheureusement on oublie trop souvent en fait ces grandes catégories de régimes qui permettent de parler de manière beaucoup plus explicite et beaucoup plus clairement des enjeux de la gouvernance de la cité. Face à ce constat donc de cette impuissance populaire que tu nous as décrit dans cette époque qui est donc oligarchique, oligocratique, toi, tu viens aussi affirmer, selon les lectures que j'ai faites de toi, cette distinction franche et affirmée entre la démocratie représentative qu'on connaît actuellement et la démocratie directe. C'est deux choses que tu mets en confrontation et donc que tu développes énormément dans tes ouvrages et dans tes réflexions. Et d'ailleurs, ça a même fait l'œuvre d'un ouvrage, d'un livre que tu as écrit en 2017 qui s'appelle « Vers la démocratie directe ». Est-ce que tu pourrais nous
nous expliquer pourquoi, selon toi, cette distinction entre démocratie directe et représentative est centrale dans ton analyse, et pour un peu poser les bases de l'échange qui va suivre ensuite. Bien, c'est une question de mots. Dans la mesure où la démocratie représentative, que j'ai dénommée tout à l'heure oligocratie, l'oligocratie a fait un hold-up sémantique sur le mot démocratie, c'est-à-dire cette oligocratie dit nous sommes une démocratie, nous avons été obligés par la suite, nous qui prônons la vraie démocratie, de lui donner un autre nom, ou tout au moins de lui accoler un adjectif démocratie directe. Bon, pour savoir un petit peu, pour que les gens s'y retrouvent en quelque sorte. Bon, nous n'avons pas de mal à nous y retrouver. Nous savons très bien que lorsqu'un oligocrate dit je suis un démocrate, il ment et qu'il est un oligocrate. Mais je dirais, l'homme de la rue ne le sait pas forcément. Donc, comme on a une vocation quand même de vulgarisation et d'éducation populaire, il nous a bien fallu mettre des termes qui étaient plus explicites. Donc, démocratie représentative pour la soi-disant démocratie actuelle et démocratie directe pour ce que nous souhaiterions être réellement en termes de démocratie. Voilà. Donc nous disons démocratie directe. En fait, la démocratie directe, c'est la vraie démocratie. Mais pour que on nous comprenne mieux, on dit c'est une démocratie directe. Et l'oligocratie, qui est un terme un petit peu barbare, qui fait d'ailleurs penser à une qualification péjorative, ça n'est pas le but. Lorsque nous disons oligocratie, il n'y a pas de sens péjoratif là-dedans, c'est tout simplement pour désigner une réalité, je dirais, étymologique, puisque oligocratie, c'est oligos kratein, comme démocratie est demos kratein, oligocratie, c'est oligos kratein, oligos étant le petit nombre. Eh bien, nous employons plus volontiers le terme démocratie représentative pour désigner cette oligocratie. Donc, démocratie représentative, c'est une démocratie donc, où l'exercice du pouvoir est pris en charge par des représentants qui sont en nombre très petit. Alors, on verra, je ne sais pas si on l'abordera, mais en fait, l'exercice du pouvoir, elle est faite par d'autres personnes même que ces représentants. Même ces représentants n'exercent pas le pouvoir. Bon, on va un petit peu plus dans le débat. Et puis la démocratie directe, c'est la vraie démocratie, la demos kratein ils ont définie tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour faire donc un lien avec l'émission qu'on a fait la semaine dernière, de la première émission de la série Nouveau Monde, une distinction qu'on peut rappeler aux internautes, c'est aussi une alternative qui est la démocratie participative, qui est par exemple promue par le mouvement constituant populaire ou par le politicien ou le penseur Étienne Chouard, qui sont sur une version intermédiaire entre la démocratie représentative, qui est tout sauf démocratique, tu nous l'as rappelé il y a quelques instants, et la démocratie directe qu'on va aborder en profondeur avec toi, qui fait aujourd'hui beaucoup de sens pour moi en tant que citoyen déçu par cette démocratie représentative et qui ne donne pas de puissance au peuple, qui est pourtant la définition même, tu nous l'as rappelé, dans l'étymologie du mot. Pour prendre un peu de hauteur, avant de rentrer un peu plus précisément sur les modalités et les principes que tu proposes dans cette nouvelle forme d'organisation de la cité, dans cette réinvention de la structure de la gouvernance et des pouvoirs, j'aurais aimé te poser une question un peu plus systémique. Par rapport à des enjeux plus globaux de société. Aujourd'hui, on le sait, tu rencontres comme moi de nombreux citoyens et citoyennes en famille, dans tes différentes sphères sociales, professionnelles, ou même sur les marchés ou ailleurs. Et on voit qu'il y a vraiment une défiance des citoyens. Une défiance qui se généralise à la fois envers le monde politique, le monde médiatique, et malheureusement aussi de plus en plus envers la police, envers la justice. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète. Je trouve que c'est un danger pour la stabilité et la pérennité de notre société. Et donc face à ce grand public qui est dans une forme d'apathie politique, où il rejette en bloc en fait tout le vieux monde politique qui est en crise depuis maintenant de nombreuses décennies, en fait, face à cette instabilité inquiétante, pourquoi tu penses que la démocratie directe est une réponse pertinente? Qu'est-ce que ça permettrait de redonner comme espoir aux citoyens qui ont été aujourd'hui spoilés de leurs droits, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais eu? Bon, la réponse à cette question, elle est contenue en partie dans la façon dont tu la poses. Les stigmates que tu exposes
des citoyens qui n'ont plus confiance dans leurs dirigeants, dans leurs représentants. C'est le problème, c'est la question de la légitimité qui est posée. C'est la différence qu'il y a entre le légal et le légitime. Le légal, c'est ce qui s'impose par la violence légale. Hein. Donc voilà, ce qui est écrit dans la loi, et si on ne le fait pas, il y a la violence légale qui s'exerce contre celui qui ne se soumet pas à la loi. La légitimité, c'est autre chose. La légitimité, ça veut dire que le peuple reconnaît que cette légalité coercitive, elle est juste. Bon, donc autant dans le légal, on est dans quelque chose de factuel, c'est écrit, il faut le faire. Dans le légitime, on est dans quelque chose de ressenti. Bon. Et l'idéal, évidemment, ce serait que le légitime coïncide, que le légal coïncide avec le légitime. Ce qui veut dire que l'ensemble, ou l'immense majorité des citoyens, considérerait que les lois sont légitimes. Ils considèrent qu'elles sont légales. Il est bien obligé. Mais ce qui serait, disons, abouti d'un point de vue de la véritable démocratie, c'est qu'ils considèrent que les lois sont légitimes. Donc, le constat aujourd'hui que la loi s'établit dans un cadre de rapport de force entre des gens qui, une poignée, on l'a dit, de légocrates, décident d'une mesure législative et qu'ensuite on ait des groupes très importants de citoyens qui contestent cette mesure alors qu'elle a été édictée selon des règles légales qui sont décrites dans la Constitution, ça veut dire qu'il y a un problème de légitimité. Et donc, effectivement, le système, s'il était lucide et de bonne foi, dirait nous avons un problème de légitimité, comment le résoudre? Alors, je n'aime pas le terme de solution, hein, parce que la démocratie directe, c'est la solution A. Bon. En tout cas, si on veut faire coller, si on veut rapprocher au maximum le vœu populaire de l'accouchement d'une loi, par exemple, eh bien, c'est tout simplement, c'est la logique même, c'est en y faisant participer un maximum de personnes, et non pas simplement une poignée de représentants. La poignée de représentants, c'est les 577 députés de l'Assemblée nationale et les 350 sénateurs qui font les lois n'étant qu'une toute petite partie de l'ensemble du dispositif coercitif, c'est-à-dire de l'ensemble des règles coercitives, puisque l'immense majorité des règles coercitives sont décidées même pas par les représentants, mais sont décidées par des fonctionnaires, ministres, préfets, etc. Voilà, technocrates. Bon. Donc, la démocratie directe que nous prônons et que nous proposons a pour objectif, encore une fois, nous disons pas c'est la solution, et là pour objectif de mettre en place des dispositifs institutionnels, en fait des procédures pour décider, pour édicter des règles coercitives qui soient élaborées par le plus grand nombre et pas par le plus petit nombre. Il est évident que plus le nombre est important, plus une règle coercitive est édictée par un nombre important de gens, plus elle est légitime. Alors, là, je vais me permettre de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir sans doute. Les objecteurs, les contradicteurs de la démocratie directe nous disent oui, mais nous vivons aujourd'hui dans une société très compliquée, très complexe, et le citoyen moyen n'est pas à même, n'est pas assez intelligent pour faire les lois, et il faut que ça soit fait par une minorité. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'oligocratie de minorité, mais cette minorité en toile de fond, derrière, c'est une minorité d'experts. Donc, c'est non seulement une aristocratie, comme disait Jean-Jacques Rousseau, mais maintenant, c'est une expertocratie. Donc, l'idée, c'est que la loi doit être faite par des experts, elle ne doit pas être faite par le plus grand nombre. Et entre parenthèses, quand on voit par exemple comment est gérée l'actuelle épidémie du Covid-19,
on se demande où est l'expertise, qu'on voit la contradiction et le manque de préparation qu'il y a pu avoir de ces soi-disant experts. Donc c'était juste une petite parenthèse pour appuyer un peu ton propos. Sous l'apparence de l'expertise et de la compétence, on peut arriver à des situations d'une absurdité avec des fois des volte-face qui sont difficiles à comprendre simplement pour le bon sens citoyen. Oui, mais en fait, la question n'est pas de savoir si une loi, elle est bonne ou pas bonne, si une mesure, elle est bonne ou pas bonne, parce que personne ne peut le dire. Il s'agit de savoir si la mesure, elle est prise d'une façon légitime. Bon. Et là, on voit poindre un concept aussi qui s'appelle le concept d'intérêt général. Et ce fameux concept d'intérêt général qui guide en fait tout le droit français est un concept qui n'est pas défini, qui n'est défini nulle part. Et tu cites le problème, la situation actuelle de crise sanitaire, où on a des décisions alors qui sont prises par quelques personnes, donc par un groupe très très restreint d'experts, mais qui sont prises sous l'égide de l'intérêt général. C'est-à-dire que ce groupe d'experts dit nous sommes des experts et nous détenons l'intérêt général. Bon. Et là, on est au centre de la question. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Est-ce que c'est ce que la majorité, l'immense majorité, veut, ou est-ce que c'est ce que un groupe d'experts qui est expert parce qu'il a un certain nombre de références, d'études ou autres, hein, adoubé en tout cas par le pouvoir, voilà, on est au... voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que très souvent on entend dire oui mais la loi, si elle est faite par les citoyens, elle ne sera pas une bonne loi, et puis les citoyens qui contestent le système disent si elle est faite par les experts, c'est pas une bonne loi. Le problème n'est pas de juger de la loi, personne ne peut juger de la qualité d'une loi. On ne peut juger que de la vertu d'un protocole d'élaboration de la loi. Voilà. Donc, nous ne portons pas de jugement subjectif. Nous disons la vertu politique, c'est que la loi soit faite par le plus grand nombre. Ensuite, la loi, elle sera ce qu'elle sera. Personne ne peut en juger. Mais voilà, il s'agit de savoir si le critère est un critère d'expert ou si le critère est un critère de masse. Voilà. C'est ça le centre du problème. Le centre de l'alternative. Et cela me fait penser aussi à un philosophe scientifique de formation, Jacques Testard, qui a lancé aussi donc les expertises citoyennes et qui aussi vient contredire cette idée reçue que le citoyen, le grand public ne serait pas en capacité d'appréhender des enjeux de société. Et donc en fait, il met en pratique de l'expertise citoyenne où pendant plusieurs semaines ou plusieurs journées, les citoyens vont entendre différents orateurs, différents experts qui ont différents avis sur un sujet. Par exemple, on pourrait prendre le sujet des OGM, qui est un sujet assez clivant en France. Et donc ces citoyens vont être exposés à la fois à des spécialistes qui sont plutôt pro-OGM, à d'autres spécialistes qui sont plutôt anti-OGM, et enfin à d'autres spécialistes qui sont plutôt dans une forme assez neutre, ou en tout cas plus relativement neutre, dans une démarche plus scientifique, et qui viennent aborder la question avec moins de parti pris. À l'issue de ces temps, il y a un temps de débat qui est organisé entre les citoyens, et donc l'expertise citoyenne permet à la fin de conclure et d'arriver à des décisions qui, pour aller dans ton sens, vont dans le sens de l'intérêt général. Et donc au-delà de savoir si la décision finale est bonne ou mauvaise, ce qui est intéressant, comme tu le rappelais précédemment, c'est qu'il y a une légitimité. Et c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup dans tes travaux de recherche, c'est que tu ne te positionnes pas précisément sur des sujets de société, tu viens mettre en avant et tu partages ta conviction du fait que plus le nombre de citoyens et d'individus est important à prendre une décision, plus cette décision est légitime. Et comment expliques-tu cette position vraiment d'élitisme? Certains parlent aussi de darwinisme social. Pourquoi les individus aujourd'hui qui nous gouvernent ont cet argument en permanence qui revient sur les plateaux télé et dans les grands discours, de cette supériorité qui leur permettrait de mieux gouverner la cité que le grand nombre?
quels sont les éléments qu'on pourrait transmettre au grand public et aux gens qui nous écoutent, qui ont souvent manque de confiance en eux, pensent que le monde est tellement d'une complexité extrême qu'ils ne peuvent pas l'appréhender. Quels seraient les éléments que tu pourrais apporter à notre communauté pour essayer de rassurer les gens et leur redonner un peu de confiance en eux, d'espoir, et leur rappeler aussi que le bon sens parfois permet aussi d'éviter d'avoir une surspécialisation qui enferme aussi parfois dans des formes de dogmatisme ou dans des formes d'erreurs d'analyse, hein. On le voit sur certains sujets, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais moi qui ai beaucoup étudié par exemple les enjeux autour de l'hydroxychloroquine, on voit très bien que de nombreux spécialistes viennent décrédibiliser cette molécule qui a fait ses preuves pourtant pour plus de 5 milliards d'êtres humains sur Terre. Et donc voilà, quels sont les éléments que tu pourras apporter à notre communauté pour redonner confiance en cette capacité du grand public, au-delà du fait qu'il ait un bac plus 5 ou un bac plus 12, à appréhender ces enjeux de société? Oui, ça fait beaucoup de choses, hein. Alors, moi, je ne suis pas là pour donner confiance aux gens. Voilà, je n'ai pas une vocation messianique, mais plutôt analytique. Je voudrais commencer par répondre à la question que tu poses. Pourquoi est-ce que les maîtres du pouvoir nous disent que les lois doivent être faites par des experts? Pourquoi ils nous disent ça? Alors, ils nous disent ça pour une chose extrêmement simple. C'est que au milieu du 19e siècle, il y a eu des révolutions qui ont, dans tous les pays, qui ont mis à bas la monarchie et qui ont installé l'oligocratie. Ces révolutions, pourquoi est-ce qu'elles ont eu lieu? Alors, elles ont eu lieu parce que il y avait des émeutes de la faim, le système monarchique était à bout de souffle et l'économie ne fonctionnait plus. Il y avait un tel mécontentement que le peuple a été l'outil, effectivement, de ce bouleversement. Mais le peuple n'a été que l'outil. La prise de pouvoir a été effectuée par ce qu'on appelle aujourd'hui les capitalismes. À l'époque, c'était la caste des marchands. La caste des marchands qui ne pouvait plus, qui ne pouvait plus exercer, qui ne pouvait plus se développer, qui ne pouvait pas se développer, qui ne pouvait pas développer les ambitions qu'elle avait avec le système monarchique. Bon. Donc, on peut dire que la civilisation moderne, ce qu'on appelle la société industrielle, qui a pris son essor vertigineux à partir de 1850, si on prend cette date comme date conventionnelle de début de la société industrielle, c'est la prise du pouvoir par la caste des marchands pour mener à bien leur activité économique et donc leur enrichissement. Donc, les sociétés aujourd'hui, pratiquement tous les pays du monde, sont dirigés, gouvernés par des représentants du capitalisme et dont l'objectif, c'est de s'enrichir. Alors, il est bien évident qu'à partir de là, ces dirigeants ont tout intérêt à expliquer au peuple qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire de bonnes lois et que le peuple, s'il s'assemblait, ne pourrait accoucher que de mauvaises lois. Et finalement, ils n'ont rien inventé puisque Joseph Emmanuel Sieyès, qui est l'un des fondateurs de la Constitution française, déclarait déjà dans un discours célèbre du 9 septembre 1789, donc à peine quelques mois après la prise de la Bastille en 14 juillet 1789, disait mes chers amis, nous avons fait la révolution pour que le peuple fasse les lois, mais il s'avère que le peuple n'est pas assez instruit et n'a pas assez de temps libre pour faire les lois. Donc en fait, nous n'allons pas faire une démocratie, et il dit même la France ne saurait être une démocratie, nous allons instaurer un nouveau régime afin de remplacer le régime monarchique qui va s'appeler le gouvernement représentatif. Alors, il avait appelé ça le gouvernement représentatif, c'est devenu démocratie représentative, nous l'appelons oligocratie. Bref, tout ça, ça désigne la même chose, c'est-à-dire le gouvernement d'une petite quantité. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite quantité? Petite quantité, ce n'est pas une petite quantité prise au hasard, c'est les représentants
de la caste des marchands. Donc, la société est tout entière tournée vers l'intérêt d'une caste minoritaire, l'intérêt à s'enrichir. À partir de là, on comprend bien pourquoi l'expertocratie, qui n'est que la face, disons, visible, hein, pour le grand public de ce dispositif d'enrichissement capitaliste, cherche à convaincre, et il a réussi à convaincre, le peuple qu'il n'est pas capable de faire les lois. Alors maintenant, la deuxième partie de ta question, comment est-ce qu'on peut rassurer le peuple en lui disant qu'il peut faire les lois? Ben, je dirais qu'avant de le rassurer, il faudrait tout simplement lui dire qu'il est légitime. Parce que la loi, qu'est-ce que c'est? La loi, c'est une règle coercitive. Je l'ai déjà dit, je répète que c'est très important. C'est une règle qui s'impose à tous les citoyens sous la contrainte de la violence légale. Eh bien, qui est-ce qui subit la loi? C'est le citoyen de base, c'est tous les citoyens. Et qui est-ce qui est le plus à même, finalement, de faire la loi? Eh bien, c'est celui qui l'a subi. Parce que comment est-ce que tout ça, ça a commencé? Ça a commencé à la révolution néolithique, lorsque les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs ont arrêté d'être nomades et se sont sédentarisés pour constituer des petits villages. Et à partir du moment où les collectivités devenaient suffisamment importantes, il est apparu nécessaire d'édicter des règles qui jusqu'à présent n'avaient jamais été, et on n'avait pas trouvé la nécessité de les édicter dans le mode chasseur-pêcheur-cueilleur. Et ces règles qui limitaient forcément une règle, ça limite forcément la liberté, elles avaient pour objet de rendre plus facile la vie en société de tout le monde. Donc au départ, la loi, la règle coercitive, c'est quelque chose qui est consenti par tout le monde, parce que tout le monde estime que c'est nécessaire pour qu'on puisse bien vivre en collectivité. Et la dérive à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est que au lieu que la loi soit faite et consentie par l'immense majorité de ceux qui la subissent, elle est faite par une minorité qui fabrique la loi dans l'intérêt de la conduite de leurs affaires personnelles. Bon. Donc, ça, déjà, c'est un premier point. Pourquoi est-ce que le citoyen doit s'occuper de la loi? Tout simplement parce qu'il est légitime à le faire et parce que c'est lui qui l'a subi. C'est clair. Le deuxième volet, c'est oui, c'est vrai, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable parce qu'aujourd'hui, on est dans un système complexe. Sous Charlemagne, la loi salique, il y avait 100 lois. Et aujourd'hui, les zélateurs de la société industrielle capitaliste croissanciste nous disent on est dans une société complexe, ce n'est pas la société de Charlemagne, donc on ne peut pas avoir 100 lois, il faut en avoir beaucoup plus. On en a 140 000 en France. 140 000 lois, règlements, arrêtés, directives, ordonnances, etc. etc. Et en Europe, on a 250 000 pages de législation européenne. Je te laisse continuer. Oui, voilà, oui. Alors, le citoyen n'est pas capable de faire la loi. Alors, j'ai déjà répondu en partie en disant que le problème, ce n'est pas de savoir s'il n'est pas capable ou s'il est capable. Le problème de savoir, c'est que c'est lui qui doit la faire parce qu'il est légitime et parce que c'est lui qui l'a subi. Bon. Ensuite, tu as donné déjà une première piste de rassérénation, si on peut dire, du citoyen en parlant de Testard et de la démocratie participative, de la vraie démocratie participative, pas de la démocratie participative bidon qui est agitée comme un hochet médiatique par l'oligocratie. C'est qu'effectivement, nous disons que dans le processus élaboratif, notamment de la loi, il y a 3 étapes. Il y a l'initiative, c'est-à-dire que la loi, elle doit être initiée, l'idée de la loi doit venir du peuple parce que c'est le peuple qui ressent ou pas la nécessité de faire telle ou telle loi. Voilà. Ensuite, bien entendu, si on envisage de faire participer tout le monde à l'élaboration d'une loi, et nous avons élaboré cette idée d'assemblée locale, cette multiplicité d'assemblées citoyennes locales qui, toutes ensemble, en s'agrégeant, peuvent faire une loi générale, eh bien, il faut bien entendu qu'il y ait un débat. Donc, initiative, premier étage de la fusée législative, débat
deuxième étage, la fusée législative, et troisième étage, la votation. Mais le débat, c'est justement la phase qui va permettre de rassurer le citoyen. Et comme tu l'as dit, il ne s'agit pas de dire bon, qu'il y ait une initiative d'un groupe même très important de citoyens pour élaborer tel type de règles coercitives. Encore faut-il que les gens, c'est-à-dire tout le monde, que tous les citoyens qui vont souhaiter voter ou pas, voter pour ou contre cette proposition de loi, se sentent suffisamment éclairés pour pouvoir voter et pas voter simplement de façon aveugle, sans savoir le tenant et les aboutissants de la proposition qui est en jeu. Voilà. Et donc, c'est tout le système de débat que nous avons imaginé pouvant avoir lieu dans ces assemblées citoyennes locales, de débats éclairants en amont de la votation, c'est-à-dire en aval de l'initiative et en amont de la votation, avec effectivement, d'une part, la discussion entre les citoyens, mais aussi l'intervention, par exemple, des porteurs de projets qui peuvent aller dans toutes les assemblées citoyennes, soit physiquement, soit maintenant avec les outils vidéo, comme l'outil que nous utilisons maintenant. Et donc, celui qui est intéressé, le citoyen qui est intéressé pour mieux connaître les tenants et les aboutissants d'un projet de loi, a la possibilité de le faire, devrait avoir la possibilité de le faire pendant un délai suffisamment long avant la votation et, je terminerai là-dessus, sans intervention des représentants du pouvoir, uniquement entre les citoyens. Et c'est ça que je trouve particulièrement puissant dans les idées et dans ce que tu proposes, c'est qu'aujourd'hui souvent, face à cette impuissance populaire, et face à tous les constats que tu viens de nous rappeler, et je te remercie, nous sommes souvent en train d'affronter un mur et de continuer à reproduire les mêmes stratégies et les mêmes erreurs du passé. Personnellement, en tant que citoyen engagé dans la cité, dans différentes associations, j'ai agi avec des associations contre la France-Afrique, contre les paradis fiscaux, j'ai agi pour les mal logés. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un engagement associatif et militant qui touchait à plein d'enjeux et d'aspects et de problématiques de notre société. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand je t'ai découvert il y a quelques années, c'est vraiment le fait qu'à force de mettre toutes nos forces populaires et militantes dans de nombreux sujets, en fait, on se disperse et on ne fait pas bloc et en fait, on continue à se battre face à un moulin à vent qui continue à broyer les êtres humains, qui continue à prendre des décisions pour un intérêt particulier et non pas l'intérêt général. Et on le sait par exemple aujourd'hui dans cette démocratie dite représentative, que je préfère nommer moi oligarchique, le pouvoir économique est maintenant au-dessus du pouvoir politique et des représentants du peuple. Et donc la démarche et la proposition que tu fais de démocratie pour moi est vraiment puissante, et donc on va essayer de rentrer en profondeur dans tes propositions, essayer de montrer aussi concrètement comment elles pourraient se mettre en place, parce que souvent les citoyens ou les internautes considèrent qu'on est utopiste, que c'est simplement théorique, et donc on va essayer aussi aujourd'hui ensemble d'aborder des aspects très concrets, des aspects matériels. Donc on a rappelé dans ce début d'émission à la fois la définition de la démocratie, tu nous as rappelé l'étymologie du mot démocratie, on a rappelé aussi la définition de ce qu'était la démocratie représentative, que je préfère appeler donc oligarchie. Est-ce que tu pourrais nous redonner une définition claire de ce qu'est pour toi la démocratie directe ? Oui, alors démocratie directe, bon, c'est la démocratie, la vraie démocratie, mais on l'appelle, je l'ai déjà dit, mais bon, des fois, les choses importantes, ça va mieux quand on les répète. Nous disons démocratie directe pour qu'on ne confonde pas avec la démocratie, avec la fausse démocratie dont se prétendent se targuer les maîtres du pouvoir actuel. Donc on supprime les représentants dans cette démocratie-là. Oui, alors, on fait souvent cette confusion de dire que la démocratie directe supprime les représentants. C'est sensiblement inexact. Nous supprimons les représentants pour ce qui est de l'exercice du pouvoir législatif.
nous disons que toutes les lois doivent être faites par le peuple. Par contre, pour ce qui concerne l'exécutif, puisqu'il y a trois volets dans le pouvoir, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, eh bien, pour ce qui concerne l'exécutif, c'est-à-dire les commandements opérationnels, c'est-à-dire l'exécution des lois, le fonctionnement des services publics, nous, bien entendu, nous conservons des représentants. Le système qui supprime tous les représentants, à la fois dans le système législatif, dans le domaine législatif et dans le domaine exécutif, c'est le système de l'autogestion. C'est un système où on imagine, notamment les anarchistes théoriques, ont poussé assez loin cette réflexion. Ils pensent qu'au niveau de la gestion des commandements opérationnels, ce qu'on appelle l'exécutif, eh bien, effectivement, tout le monde peut décider en même temps. Nous ne partageons pas, bien que nous la respectons, nous ne partageons pas cette option. Pour nous, la démocratie, c'est direct. Démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple, mais le pouvoir, c'est le pouvoir législatif et rien d'autre. Voilà. Tout le reste, toutes les autres modes d'exercice du pouvoir, pouvoir qu'on appelle pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir des médias, pouvoir des syndicats, etc., pour nous, ne sont que des pouvoirs dérivés que nous préférons nommer mission. Voilà. Pour nous, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif, celui d'édicter des lois. De ce pouvoir découlent tous les autres pouvoirs qu'on appelle aujourd'hui pouvoir, que nous renommons en mission. Voilà, ça c'est une mise au point sémantique, mais en fait qui permet de mieux comprendre l'organigramme tel que nous le proposons. Oui, c'est très important, je te remercie d'avoir appelé ça. Donc c'est une forme de fonction, mais donc qui est en dehors de ce pouvoir législatif qui est selon ton approche vraiment au centre de l'organisation de la cité, et qu'après toutes les autres fonctions qui en découlent sont des fonctions, on va le voir, qui sont avec des mandats très clairs et qui donc nécessitent pas forcément une intervention permanente des citoyens, parce que c'est quand même compliqué d'être présent sur l'intégralité du fonctionnement d'une société. Il n'y a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas forcément faire tourner toute la machine. Donc concrètement, pour mettre en place cette démocratie, commençons par le début. Il faut évidemment transformer le régime actuel représentatif. Donc une transformation au niveau des institutions. Pourrais-tu nous dire quelles sont les principales mesures qui sont nécessaires pour permettre à ce projet de démocratie directe de commencer à être mis en place de manière très concrète, pour que les citoyens puissent s'imaginer, non pas de la théorie, mais puissent s'imaginer ça concrètement dans leur réalité de demain? Oui, alors bien entendu, c'est une modification en profondeur des institutions et pour commencer de la Constitution. Il s'agit de modifier la Constitution qui, en fait, alors que ce soit bien ou pas bien, c'est un autre débat, mais la Constitution, c'est un mode d'emploi des procédures politiques. Bien. Alors, si on s'en tient à cette définition, pourquoi pas, bien nous disons qu'il faut les modifier en profondeur. Les modifier en profondeur, comment? Eh bien, tout d'abord, tu l'as compris, modifier le système législatif. Le système législatif aujourd'hui, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le système législatif? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir législatif? C'est le pouvoir d'édicter des règles coercitives. Alors là, il y a une confusion aussi qu'il faut lever, c'est que beaucoup de gens pensent que le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle fait des lois, effectivement, mais elle ne fait que, j'ai parlé tout à l'heure de 190 000 ou 150 000 règles coercitives, l'Assemblée nationale n'en produit environ que 10%. Toutes les autres, d'ailleurs, dans les 74 codes juridiques qui composent notre corpus législatif, les règles coercitives commencent par A, par D, par R ou par L. L, ça veut dire loi, R, c'est règlement, A, c'est arrêté, et D, c'est décret. Eh bien, seuls les L viennent de l'Assemblée nationale. Les autres, ce sont les fonctionnaires, des technocrates qui ont, disons, édicté tout seuls, à deux ou trois ou tout seuls, qui ont édicté la disposition coercitive. Et donc, cet ensemble législatif, qui encore une fois
est composé pour l'essentiel de personnes seules, nous le remplaçons par une multitude d'assemblées citoyennes locales. On ne va peut-être pas entrer dans le détail du dispositif que nous proposons, mais il y aurait, disons, environ 14 000 assemblées citoyennes locales réparties par tranche d'un certain nombre d'habitants, qui seraient donc en charge de fabriquer la loi. Et fabriquer la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord l'initier, c'est avoir un projet de loi. Ce projet de loi ne pourrait émaner que des citoyens, alors avec des seuils évidemment de recevabilité. Ensuite, il serait discuté uniquement entre les citoyens et ensuite voté par l'intermédiaire de ces assemblées. Donc, le système législatif serait ôté, serait quasiment expurgé de tout l'oligocratie qu'il y a actuellement. Pour ce qui concerne l'exécutif et le judiciaire, Restons peut-être encore un peu sur le législatif, ça m'intéresse de creuser, parce que ce qui est intéressant, c'est voilà, tu nous as vraiment, tu nous apprends, hein, enfin en tout cas tu nous encourages à vraiment distinguer ce pouvoir législatif des autres pouvoirs qui deviennent plutôt des fonctions, et donc dans cette démarche donc de pouvoir législatif qui est actuellement, tu nous l'as rappelé, et émane plutôt du pouvoir exécutif avec 10% qui vient de l'Assemblée nationale ou en tout cas de nos représentants. Donc on voit déjà actuellement c'est ultra centralisé. L'initiative en fait est très rarement liée aux représentants, sans parler de l'Union européenne aujourd'hui aussi, où l'Union européenne, il y a des retranscriptions de lois européennes qui sont très importantes. Hein, je ne sais pas les pourcentages, mais il y a un nombre très conséquent des lois nouvellement promues en France qui viennent des propositions ou des orientations soumises par l'Union européenne. Donc là, la première puissance dans ce que tu nous apprends, c'est de transmettre l'initiative de la loi et la votation de la loi à l'échelle populaire. Donc tu nous as rappelé que l'initiative peut être uniquement populaire. Ensuite, il y a ce moment de débat et il y a ce moment de vote. Voilà. Donc l'initiative, elle pourrait venir d'individus, elle pourrait venir d'associations, de syndicats. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi concrètement comment pourraient être limitées les lois? Parce que si n'importe quel citoyen du fin fond des Pyrénées où j'habite propose une loi sur un sujet, comment on pourrait faire ce tri-là pour éviter d'avoir trop de lois? Donc déjà pour cette première question. Après, je te poserai des questions sur plutôt le temps de débat et enfin sur le temps de votation dans un troisième temps. Oui, alors je commencerai par repréciser oui. le principe législatif que nous proposons et l'opposer au système actuel. Tu as dit l'exécutif initie la loi. Alors, ce que j'ai oublié de dire, j'ai été même un petit peu, disons, timoré dans ma critique de la fabrication législative actuelle. On peut dire quasiment que la loi, aujourd'hui, elle est faite par l'exécutif. Parce que dans ces 10% de lois qui sortent de l'Assemblée nationale, il faut savoir que la quasi-totalité de ces lois, elles viennent de l'initiative du gouvernement. Donc, si une loi dont l'initiative, elle est une loi dont l'initiative est une initiative des députés et qui a été votée par l'Assemblée nationale, bon, c'est un pourcentage extrêmement limité. On pourrait dire aujourd'hui que 99% des lois, elles sont édictées par l'exécutif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir exécutif, celui qui fait appliquer la loi, c'est aussi celui qui la fabrique. Donc, on est là dans une contradiction totale avec un principe même constitutionnel qui dit qu'il doit y avoir une séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Et c'est l'article 16, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme, qui est partie intégrante de notre Constitution, qui dit que un pays qui n'établit pas de séparation, une Constitution qui n'établit pas de séparation entre les pouvoirs, est réputé ne pas avoir de Constitution. Bon, or, c'est exactement ce que fait la Constitution de 1958, dans la mesure où l'immense majorité des lois est faite tout simplement par le pouvoir exécutif.
Mm. Bon, il faut quand même bien repréciser les choses. Et Ensuite, ce qui est plus, une petite parenthèse qui est encore plus incroyable, c'est par exemple, il y avait eu un décret, excuse-moi, un amendement qui avait été voté par l'Assemblée nationale proposé par les Républicains pour arrêter l'état d'urgence qui devait aller jusqu'au 14 février. C'était la volonté du gouvernement et les Républicains avaient fait voter un amendement pour qu'il s'arrête le 14 décembre parce qu'il y avait pas assez de députés de la majorité et donc cet amendement des Républicains est passé. Et ben le lendemain, l'Assemblée nationale a fait un second vote et ils ont revoté cet amendement. Là, ils ont fait venir tous les députés de la République En Marche et de la majorité pour refuser l'amendement des Républicains. Et donc, il y a eu un second vote de l'amendement. Sans parler du 49.3 ou encore du pouvoir judiciaire qui, par exemple, juste pour rappeler cet exemple qui est peut-être un détail, mais Jean Castex qui avait un procès, enfin en tout cas une accusation sur la gestion des ordures ménagères dans la communauté de communes de Prades dont il est originaire, dans les Pyrénées-Orientales, et bien cette enquête a été arrêtée 3 jours après sa nomination en tant que Premier ministre, après le remaniement du mois de juillet 2020. Donc on voit vraiment que cette séparation des pouvoirs, aujourd'hui on a suffisamment d'éléments pour démontrer et pour aller dans ton sens qu'on est loin d'être dans cette séparation des pouvoirs. oui, bien sûr, c'est l'exécutif qui fait ce qu'il veut, qui fait la loi. Si jamais la loi, si l'exécutif décide de, par exemple, construire un pont quelque part, et puis qu'il s'aperçoit que il y a une loi qui lui empêche de le faire, c'est pas grave, on modifie la loi. Voilà. Bon, donc c'est un exercice du pouvoir sans entrave, sans contre-pouvoir aucun. Donc, ne serait-ce que pour respecter quelque chose qui pourtant est écrit aujourd'hui dans la Constitution, mais qui n'est pas connu et qui n'est pas relevé, qui émane de l'esprit de la Révolution de 1789, et qui est aussi une des composantes du principe démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Et bien, cette séparation des pouvoirs, évidemment, elle est absolument lettre morte dans la pratique, pas lettre morte dans le texte, mais elle est lettre morte dans la pratique. Donc, cette séparation des pouvoirs que nous préconisons, c'est un premier point, c'est un préalable absolument incontournable. Après, alors la séparation des pouvoirs, nous allons plus loin, nous disons séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, mais prééminence du législatif sur l'exécutif. Mais en fait, c'est même pas la peine de dire que le législatif est prééminent sur l'exécutif. Ça n'aurait aucun sens, par exemple, d'imaginer une loi ou un principe constitutionnel qui dirait le législatif prédomine sur l'exécutif. C'est quelque chose qui va de soi. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de dicter la loi. Et ensuite, en fonction du cadre donné par la loi, de ce qui est possible de faire ou de ce qui n'est pas possible de faire, eh bien, les différentes missions, les différentes fonctions publiques s'exercent. Voilà. Bon, ça c'est une évidence qui n'est absolument pas comprise et je dirais même débattue. Dans tous les débats, je vois très peu souvent cet aspect de l'étude, de l'analyse critique du fonctionnement de nos institutions qui soit mis en lumière. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre sur la prééminence du législatif, qui va de soi, en fait, qui n'a pas besoin d'être affirmé. Et donc ces citoyens qui sont à l'initiative de ces nouvelles lois, ensuite c'est quelque chose qui est débattu dans les agoras. Donc tu nous disais potentiellement créer plusieurs milliers de structures en France. Hein. Dans un documentaire que je partagerai sur la chaîne, on voit que tu proposes plus de 14 000 agoras pour environ 3 500 citoyens. Donc tu fais une mise en application très concrète. Certes c'est qu'une proposition, mais moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait ça permet d'être un peu dans une démarche immersive. Et donc ces assemblées seraient ouvertes. En fait, donc ces agoras, ces espaces populaires seraient ouverts pour permettre aux citoyens de se rencontrer et de débattre ces lois-là. Il y aurait potentiellement des experts qui seraient invités. Comment concrètement ces débats auraient lieu? Est-ce qu'il y aurait des animateurs? Bon, on s'est refusé, nous, à faire de la futurologie. D'accord. Et ça, on propose des procédures, on propose un dispositif de procédures différents. D'accord.
Non pas, on ne propose pas un dispositif en fonction de ce qu'il pourrait produire. On part d'une analyse de ce qui nous paraît logique et vertueux, et on fabrique un dispositif pour ça. Bon, c'est une démarche contraire qu'a faite l'oligocratie lorsqu'elle a pris le pouvoir à la fin, disons dans le cadre des révolutions du XVIIIe siècle. Ils ont construit un système de procédure en fonction de ce qu'ils voulaient obtenir. Donc, la démarche est inverse. Les agoras que nous proposons, ce sont des lieux de travail où on va étudier les propositions de loi. Ce ne sont pas forcément, en tout cas, voire même, ils souhaiteraient que ça ne soit pas des lieux où on élabore les initiatives. D'accord. L'initiative, elle doit être partout. L'initiative doit être partout, doit être dans les ateliers, dans les champs, dans les usines, dans les salons, dans les cafés. L'initiative, c'est quelque chose qui émerge ou qui n'émerge pas. Et tu as dit tout à l'heure, comment faudrait-il faire pour limiter le nombre de lois, parce que si tout le monde, le moindre petit citoyen ou grand citoyen ou moyen citoyen ici ou là propose sa loi, on va avoir des milliards de lois. Bon, ça c'est faire de la futurologie. Moi je ne sais absolument pas si les gens sont demandeurs d'avoir un certain nombre de lois. Par contre, ce que je sais, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où on fabrique une usine à loi, qui s'appelle l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil des ministres, etc., et qu'on a des gens qui sont payés pour faire des lois, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des lois. Puisque on les paye pour faire des lois, donc ils en font. On fait une usine à loi. Bon. La loi, c'est quelque chose qui doit, si on prend l'origine de la loi, elle est apparue petit à petit, spontanément, dans des groupes d'individus qui se sont réunis en collectivité spontanément, parce qu'il y avait un besoin. Moi, je ne sais absolument pas si, une fois qu'on aurait donné l'initiative uniquement aux citoyens, s'il y aurait une kyrielle de propositions de loi, je n'en sais strictement rien. Bon, donc ça c'est le premier point. C'est très important parce que on entend beaucoup de présupposés en disant oui, si on fait la démocratie directe, on aura des milliards et des milliards de lois. Sur quoi est-ce qu'on peut se baser? Okay. On ne se base sur rien. Bon, alors, par contre, il y a une logique ensuite que nous mettons en avant, c'est que si, effectivement, chaque Français, il y a 60 millions de Français, si chaque Français se mettait à pondre une proposition de loi par mois, bon, je te laisse faire la multiplication, ça ferait... Bon. Et il y a une autre logique qui est de dire qu'une proposition, il faut qu'elle soit agréée déjà par un certain nombre de personnes pour mériter d'être ensuite débattue. Donc nous avons, on va pas rentrer dans le dispositif, puisque tu as dit, il y a un livre entier qui décrit dans le détail les procédures, les mécanismes, mais l'idée c'est que une proposition simplement de loi, pour être éligible aux agoras. C'est-à-dire pour qu'une proposition de loi puisse arriver en débat dans les agoras et profiter du dispositif de débat pendant un certain nombre de semaines et avec tous les moyens audiovisuels et la possibilité de faire venir tel ou tel zélateur ou contempteur du projet, pour que le projet puisse arriver dans les agoras, il faut qu'il ait recueilli un certain nombre de signatures, d'adhésion. Voilà le principe. Alors après, on va pouvoir discuter sur les seuils, etc. Voilà. Bon. Mais le principe, c'est ça. Donc, une initiative qui vient de n'importe où. Alors, elle vient de n'importe où, mais nous avons travaillé la question quand même en profondeur, et nous proposons qu'il y ait des clubs d'initiative qui se créent. Et que ces clubs d'initiative puissent être, disons, financés par les fonds publics. C'est-à-dire que demain, je crée une association qui est un club d'initiative, hein, j'ai droit à un financement public,
je crée mon club d'initiative dans mon quartier ou dans mon petit village, voilà. Et puis, les gens qui ont envie de venir, évidemment, c'est toujours sous, sous le sceau du volontarisme. Hein. On n'est pas obligé de venir aux Agora, on n'est pas obligé de voter, on n'est pas obligé de venir dans les clubs d'initiative. Eh bien, les gens qui souhaitent viennent dans ces clubs d'initiative. Je dis, tiens, moi je souhaiterais proposer telle loi. Voilà. Et puis, ces clubs d'initiative, disons, si cette loi déjà acquiert une certaine légitimité, qu'elle est adoubée par le groupe local, ça part ensuite dans le réseau des autres clubs d'initiative, et si elle obtient suffisamment d'adhésion, hein, de likes, de signatures, ce que tu veux, eh bien, elle peut entrer en débat dans les agoras. Donc voilà le dispositif. Donc l'initiative, c'est encore autre chose que le système des agoras, qui est un outil technique pour étudier les initiatives et pour les voter. Mais c'est vraiment magnifique quand je vois aujourd'hui le nombre de citoyens qui sont frustrés de ne pas pouvoir participer plus à la vie de la cité. C'est aussi pour ça qu'ils se désengagent et qu'ils se désintéressent de l'organisation de la société. Et donc là, ce qui est magnifique dans ce que tu nous proposes, c'est vraiment on peut être potentiellement partie prenante. C'est pas forcément une obligation, mais par exemple pour moi personnellement qui ai une appétence vis-à-vis du monde politique forte, ça sera un lieu dans lequel je pourrai aller régulièrement. Donc une infrastructure publique chauffée, avec une infrastructure complète qui permettra à des individus comme moi et tant d'autres donc d'être acteurs de la cité et d'être pouvoir proposer. Et donc là, à l'inverse de la dimension assez paternaliste dans laquelle on a été, hein, paternaliste ou élitiste, peu importe les termes qu'on utilise, et bien là on vient redonner ce pouvoir et cette force d'initiative aux individus. Et pour moi c'est quelque chose de vraiment très puissant ce que tu proposes. Et donc là on a parlé pas mal donc de ce pouvoir donc législatif qui irait donc à la fin jusqu'à une votation. Et donc de ce que j'ai compris, c'est donc à la fin ces lois qui auraient été débattues en agora seront donc votées par les citoyens et qui feront que la loi sera appliquée ou non. Donc c'est ça la fin du processus. Ah oui, bien sûr, c'est la fin du processus. Alors, donc c'est un référendum à la fin. Oui, alors oui, c'est un référendum, c'est-à-dire que ce que nous avons imaginé, c'est que la votation aurait lieu dans toutes les assemblées locales et que ensuite les résultats seraient agrégés, consolidés au niveau national. On n'a pas besoin, à partir du moment où on a une structure de votation, on n'a pas besoin ensuite de faire une votation centralisée. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe actuellement, puisqu'on vote dans des bureaux de vote et qu'ensuite on additionne les voix. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que ce système des assemblées citoyennes locales, il n'est pas totalement ex nihilo, hein, parce qu'aujourd'hui, on a déjà des choses qui existent et qui s'appellent les comités de quartier. Les comités de quartier, il y a une loi sur les comités de quartier, je crois que c'est une loi sur la démocratie citoyenne, qui oblige toutes les villes de plus de 80 000 habitants à installer des comités de quartier. Et les villes entre 20 000 et 80 000 habitants ne sont pas obligées, mais elles sont invitées à le faire. Les villes de moins de 20 000 habitants sont pas obligées de le faire. Alors nous avons essayé, notamment à Villeurbanne, où on a travaillé donc avec les comités de quartier, on a essayé de faire passer l'idée que ces comités de quartier devaient se transformer en assemblée citoyenne locale. Alors on sort bien sûr un certain nombre de difficultés parce que ces comités de quartier, comme on peut le supposer, sont manipulés par le pouvoir local. C'est en gros des courroies de transmission pour donner un petit peu plus de légitimité, pour que la mesure envisagée ait un petit peu plus d'allure de légitimité. On l'a fait discuter un petit peu par le comité de quartier, mais ils n'ont aucun pouvoir réel. Mais notre idée, c'était de noyauter, d'infiltrer ces conseils du quartier, afin déjà que eux-mêmes, les acteurs des conseils du quartier, puissent revendiquer d'avoir un véritable rôle décisionnaire.
Voilà. Donc, la graine, je dirais, la graine Assemblée citoyenne locale, réellement, disons, législative, c'est-à-dire investie du pouvoir de créer la règle coercitive, puisse être déjà instillée, insérée dans des dispositifs qui aujourd'hui ont été fabriqués pour accompagner le pouvoir local, puissent, disons, soulever en quelque sorte, mais de façon pacifique, ces conseillers de quartier pour qu'ils s'investissent de véritables pouvoirs législatifs. C'est magnifique, vraiment, c'est très rassurant de t'entendre parce qu'on a l'impression parfois d'avoir un système et une structure tellement énorme à comprendre et à réinventer qu'à travers cette proposition vraiment concrète où on peut se projeter vraiment, enfin en tout cas pour moi c'est vraiment rassurant et ça me redonne de l'espoir. Je me dis qu'on me redonne cette capacité en tant que citoyen de devenir force d'initiative, avoir des espaces pour débattre avec mes concitoyens, mes concitoyennes et pouvoir à la fin utiliser mon pouvoir et m'exprimer concrètement sur des propositions de loi. À l'inverse d'aujourd'hui, on m'a mis de côté tout simplement. À part mettre un bulletin dans une urne tous les 5 ans, on me laisse pas ma place. Et donc c'est vraiment, enfin ça me remplit d'espoir ce que tu nous partages. Donc là on a parlé en profondeur quand même, même si évidemment les internautes pourront continuer à approfondir évidemment sur ta chaîne YouTube ou à travers les ouvrages que tu as écrits. Essayons donc maintenant non pas parler du pouvoir, mais parler des différentes fonctions. Parce qu'aujourd'hui, donc, le pouvoir exécutif qu'on va utiliser, on va donc utiliser le terme dans cet échange de fonction exécutive, vu que c'est une notion qui est importante dans la proposition que tu fais de démocratie directe. Qu'est-ce qu'on va faire donc des fonctions exécutives qu'on connaît actuellement, celles de l'État, comment ça va se passer, comment on va déléguer donc ça à des représentants, comment on va les contrôler, comment on va les mandater, et potentiellement, ça touche à tous les ministères, hein, à la fois les ministères régaliens, et à la fois les ministères qui sont plutôt sur les affaires sociales, on va dire. Comment on va transférer donc et comment on va convertir le système actuel vers ce nouveau système qui devient donc juste une fonction et non plus un pouvoir? Alors, pour ce qui concerne la fonction exécutive, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion des services publics et c'est l'administration du territoire. Bon, la gestion des services publics, hein, c'est les différents ministères, les armées, la santé, l'éducation, bon. Et puis l'administration du territoire, eh bien, c'est les régions, les préfets, les maires, etc. Bien. Nous disons que ces gens doivent être des mandataires. Donc, nous ne sommes pas partisans de l'autogestion. Nous ne disons pas qu'un village doit être géré. Je ne parle pas des lois, hein, des arrêtés municipaux, mais je parle de la gestion de l'eau, la gestion des chemins vicinaux, la gestion des bâtiments publics, doit être gérée par en fait une autogestion collective. Disons qu'il doit continuer à être géré par des mandataires. Et là, nous avons besoin d'experts. Nous avons besoin d'experts en bâtiment pour gérer les bâtiments. Vous avez besoin d'experts en route pour gérer les routes. Vous avez besoin d'experts en médecine pour gérer les hôpitaux. Ces experts, ces mandataires, les fonctionnaires, non, doivent donc être embauchés par un service, par un pouvoir, et par une fonction, par un domaine, par un département exécutif bien précis. Par contre, ils doivent être contrôlés par les agora. Donc c'est là qu'on aborde le deuxième rôle des agora. Le premier rôle de l'agora est de faire les lois, et le deuxième rôle, c'est de contrôler les mandataires de l'exécutif. Alors le contrôle, il peut s'exercer disons, de 3 façons. Une façon, d'abord, propositionnelle. Par exemple, au niveau de l'administration du territoire, alors, administration du territoire, nous disons qu'il ne doit plus y avoir de maires élus. Il doit y avoir des... c'est un petit peu comme si, en fait, les communes étaient gérées par des préfets, bon, par des commissaires, en fait, de la République. Ces gens qui seraient nommés pour leur expertise, parce qu'aujourd'hui,
on s'aperçoit que les élus au niveau de l'administration locale ne connaissent pas grand-chose à ce qu'ils font et que c'est en réalité les technocrates qui dirigent. Donc ce ne serait en fait que lever une hypocrisie en disant, eh bien, puisque c'est les technocrates qui dirigent, autant que ce soit eux qui dirigent. Mais contrôlés par le peuple, c'est-à-dire pas contrôlés par les petites mafias, les petites chefferies locales qui sont souvent les représentations des mairies, hein, des conseils municipaux. Et donc l'agora locale serait force de proposition, si elle le souhaite, hein, pour des commandements opérationnels locaux. Elle serait investie de veto sur des actions qui seraient décidées par le mandataire local, voilà, et serait investie d'un pouvoir révocatoire. Donc, pouvoir de révocation, on peut révoquer le commissaire de la République locale sur la communauté de communes de telle ou telle commune. On peut, l'Assemblée citoyenne ou le groupement d'assemblées citoyennes peut faire des propositions si elle le souhaite, des propositions de construire un bâtiment, de refaire une route, etc. Hein, voilà. Et puis, elle peut s'opposer à l'engagement de certaines opérations que aurait décidé le mandataire local. Donc voilà notre conception de la démocratie directe au niveau de la relation entre le citoyen et la fonction exécutive. Donc là, l'image que tu nous partages est assez, on arrive à se l'illustrer à l'échelle locale, mais si on parle de l'échelle donc plus nationale, donc on voit qu'à l'échelle, enfin les agoras seront à la fois utiles pour faire des propositions ou pour révoquer ou ce droit de veto pourra s'appliquer à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Donc les différentes assemblées sur le territoire pourront gérer des projets en fonction du territoire qui est impacté ou pas par ce même projet. Potentiellement, par exemple, une retenue d'eau ou un barrage qui touche, je dis une idée d'une commune, simplement une communauté de communes, et bien ça serait par exemple l'agora ou les 2-3 agoras de cette communauté de communes qui géraient cet enjeu de retenue d'eau. Potentiellement, si c'est sur un aéroport, ça pourrait être les agoras du canton ou du département qui seraient donc impactés par cet aéroport et qui pourraient s'exprimer. Mais si on parle donc à une échelle plus nationale, avec donc jusqu'au ministère des Armées, donc aux fonctions régaliennes aussi, par exemple autour de la création monétaire, comment se répartiraient et comment se passeraient ces mandatures? Est-ce qu'on aurait les mêmes capacités de révoquer, de veto et de proposition? Oui, exactement la même. C'est le niveau de subsidiarité qui change. Comme tu l'as très bien expliqué, lorsqu'on a un projet d'aménagement du territoire qui concerne une commune, ça va être l'agora de la commune. Si ça concerne toute la région, ça va être l'ensemble du périmètre des agoras concernés. Si ça concerne le pays, c'est toutes les agoras du pays. Ici, prenons, alors, tu as pris un exemple d'action monétaire. Alors, faut savoir si ça relève, attention, ça relève de la loi ou si ça relève de... Bon, si ça relève de la loi, c'est impensable puisque l'exécutif maintenant ne peut plus... voilà, l'exécutif ne peut que exécuter des choses qui lui sont permises par la loi. Oui, on le rappelle, le pouvoir exécutif n'a plus de pouvoir législatif. Voilà, ça change beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, l'action du gouvernement, il y a une confusion extraordinaire. En fait, le gouvernement... en fait, l'exécutif, finalement, ne fait que du législatif, grosso modo. Bon. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il dit, tiens, je vais prendre telle loi, je vais prendre tel décret, telle loi, telle loi. Voilà. Bon, mais ça, sera plus de son ressort. Donc le domaine exécutif, la fonction exécutive, c'est le fonctionnement des services régaliens, comme tu l'as dit, et puis l'administration du territoire. L'administration du territoire, effectivement, on voit mieux, et on en a parlé un petit peu, au niveau de la commune ou de la région, travailler sur les infrastructures, les agoras auront leur mot à dire là-dessus. Mais alors, au niveau des fonctions régaliennes, en prenant par exemple la police. Bon, la police,
il y a des décisions qui sont prises, qui ne sont pas du domaine de la loi. Hein. Le ministre de l'Intérieur, il va décider d'augmenter les forces de police, ou il va décider de donner tel et tel équipement, enfin, Tout à fait. ou telle mission, tel et tel prérogative. Ça ne relève pas de la loi. Bon, ça relève, là, typiquement du domaine exécutif, c'est-à-dire des commandements opérationnels. Puisque, rappelons que la loi, c'est quelque chose d'abstrait, hein, c'est édicter des règles abstraites. La loi, c'est quelque chose d'abstrait. Si on te dit, voilà, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, mais bon, c'est pas concret. Tu sais que si tu fais quelque chose, tu as le droit de le faire ou que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, on est dans l'abstrait. L'exécutif, dans le concret. On est dans le concret, c'est-à-dire c'est très concret. Je construis un pont ou je construis une école, ou bien j'arme une brigade de CRS, c'est extrêmement concret. Bon, et bien là, les agoras du pays vont dire, attendez, vous dites qu'on passe le nombre de forces de l'ordre de répression des manifestants sur la voie publique de 10 000 de plus, on n'est pas d'accord, stop, veto. D'accord, voilà. Donc il y a à la fois… Prenons le Covid. Voilà. Le Covid, bon ben là, les assemblées… Alors bon, le Covid, il y a des mesures… Attention, là, c'est typiquement, on a des mesures d'ordre législatif. Puisque le confinement, les obligations de port de masque, les fermetures de commerce, d'établissements, de commerce, ce sont des mesures législatives. Bon, ben là, très clairement, parce que c'est intéressant de voir, par exemple, dans cette situation concrète, parce qu'on parle d'abstrait, puis on fait de la futurologie, mais prenons un peu par rapport à la situation concrète aujourd'hui de la crise sanitaire, eh bien, pour tout ce qui concerne les mesures législatives, même l'initiative ne viendrait pas du gouvernement, elle viendrait des gens. Alors ça, c'est les gens qui se diraient, on est en danger, il faut qu'on fasse une loi. Bon, ben si il y a la majorité des gens qui pensent qu'il est en danger, qu'il faut faire une loi, qu'il faut restreindre les libertés individuelles pour le bien commun, ça se fera. Par contre, si spontanément les gens ne trouvent pas nécessaire qu'il y ait une loi coercitive, ça ne veut pas dire qu'ils ne trouvent pas nécessaire individuellement de se protéger, de ne pas se mélanger dans des groupes, etc., de mettre des masques. Bon. Voilà. Ça, c'est l'exemple même de ce que ça donnerait l'application de la démocratie directe. Les mesures législatives, elles seraient prises ou pas? On ne sait pas. En tout cas, si il y avait des mesures très contraignantes qui étaient prises, c'est de restriction de liberté individuelle, elles seraient prises par une majorité de gens. Et ce qui est puissant, c'est que ça nous responsabilise aussi. Ça veut dire qu'on assumera la responsabilité de nos décisions collectives à l'échelle populaire. On ne pourra pas dire « Ah, mais c'est la faute de l'autre, c'est la faute de cet homme politique, c'est parce qu'il est incompétent ou corrompu. » Là, on pourra s'en vouloir qu'à nous-mêmes de ne pas avoir participé aux agoras qui ont pris une décision potentiellement à l'inverse de notre choix, ou d'avoir pris une décision qui a provoqué l'échec d'un moyen de transport ou la mort de personnes par rapport à une épidémie, en l'occurrence pour le Covid. Exactement. Alors ça, c'est le versant législatif. Maintenant, le versant exécutif, toujours pour le Covid, ben, c'est les hôpitaux. Alors on nous dit, il faut supprimer la liberté individuelle parce qu'il y a les services de réanimation qui sont surchargés. Mais si la société industrielle, capitaliste croissanciste, qui est gérée par des VRP, de cette société industrielle capitaliste croissanciste qui sont les hommes politiques, sont des VRP finalement de l'économie. Tu disais tout à l'heure, l'économie prend le pas sur la politique. L'économie prend pas sur la politique, c'est l'économie qui fait la politique. Bon, donc, eh bien, si la société capitaliste n'est pas capable de gérer les externalités négatives qu'elle crée, parce que les épidémies, le microbe, tout ça, c'est la concentration urbaine, c'est le fait qu'on est trop nombreux, c'est qu'on a une vie, etc. Bon, si elle n'est pas capable de le gérer, si elle n'est pas capable de mettre en place des unités de soins en quantité suffisante, eh bien, il me semble que c'est quand même un constat d'échec
colossal. Alors, elle arrive à le masquer, c'est quand même extraordinaire. Mais ils sont très forts, hein. Attention, ils sont très forts. Hein. Bon, voilà. Bon, elle arrive à le masquer, c'est à dire, finalement, c'est pas de notre faute, c'est de votre faute parce que vous frottez les uns aux autres, vous crachez vos microbes. Non, mais non, bon. C'est eux qui créent la société, la société industrielle. C'est eux qui font grimper le nombre d'habitants de 1 milliard à 10 milliards en moins d'un siècle, alors qu'il était stable pendant 300 000 ans. Bon, c'est eux qui créent les villes concentrationnaires et les cloaques où on s'entasse les uns sur les autres, si on se crache nos microbes les uns sur les autres. C'est eux qui créent les aliments toxiques qu'on se répercute les uns les autres. Et ensuite, ils viennent nous dire, il faut qu'on supprime toutes vos libertés parce qu'on a nos services qui ne sont pas assez... Alors, là, à ce moment-là, les agoras pourraient dire deux choses l'une. Alors, bon, supposons que les agoras rentrent dans l'idée qu'il faut confiner tout le monde. Bah, bon, ils décideraient qu'il faut confiner tout le monde, mais tout le monde le déciderait. Et puis, ils décideraient qu'au lieu de mettre 30 ou 40 milliards dans les forces armées, on mettra 30-40 milliards dans les salles de réanimation. Et puis, on va en créer 100 000, des salles de réanimation. Et là, la société industrielle sera logique, c'est-à-dire qu'elle créera des externalités négatives. Il y aura sans arrêt des épidémies, mais c'est pas grave, les malades, on les mettra dans les centres de réanimation. Donc voilà l'exemple. Bon. Ou alors, elle dira, laissons faire la nature. Bon, et puis il y a trop de monde, il y a des gens malades. Voilà. Bon, mais ça, on n'en sait rien en fait de futurologie. Il s'agit de savoir qui décide. Mais vraiment, je sais même pas, j'ai même pas les mots tellement que ça m'enchante et je me demande comment il n'y a pas plus de penseurs, de Français, de Françaises qui travaillent sur des sujets autour de ces thématiques que tu abordes depuis maintenant plus de 10 ans, près de 15 ans en profondeur, parce que concrètement, tu viens répondre à un problème systémique et j'ai l'impression qu'en fait, on est tous dépourvus, on a l'impression d'être dépassés, il y a de moins en moins d'espoir dans les échanges que j'ai avec les gens autour de moi. Les gens sont résignés, ils se disent mais c'est comme ça, je vis ma vie. Il y a une forme aussi de nihilisme. Et vraiment, quand je t'entends, c'est fou parce que je dis pas que ça va être simple à mettre en place du jour au lendemain, mais concrètement, on aurait la capacité, si on unissait nos moyens populaires et à l'échelle citoyenne, on unissait nos forces pour proposer un projet comme celui que tu étudies depuis de nombreuses années de démocratie directe, on pourrait retourner la table, quoi, au sens positif du terme. Et il y a tellement d'incohérences, tellement de personnes qui sont laissées de côté dans notre société et qui subissent aussi donc toute la violence de notre société. Moi, je suis personnellement touché par toutes ces injustices et toute cette misère sociale que je rencontre ou auquel je suis exposé au quotidien. Et donc vraiment, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de citoyens, d'associations, de militants qui agissent dans des idées qui se rapprochent de la tienne, de cette nouvelle démocratie, de cette nouvelle société qui restructure les pouvoirs, qui change les modalités des pouvoirs, qui dessert l'intérêt général depuis des décennies, même depuis des siècles. Et donc vraiment, ce que tu viens nous présenter ce soir, pour moi, c'est... J'ai pas les mots, pour moi c'est une arme hyper puissante et je fais un appel aussi à tous ces gens qui sont déçus, à tous ces gens qui sont dans le désespoir, mais de prendre en main des idées comme les tiennes et de devenir acteurs de ces idées-là, essayer de les porter au niveau médiatique, au niveau populaire tout simplement, à travers des initiatives très nombreuses, hein, des conférences dans leur ville, dans des salles municipales, des cafés débats avec des petites agoras citoyennes et populaires à l'échelle des villages, et qu'on arrête d'être sur cette position défaitiste, cette position où simplement tout va mal, et de passivité. Et unissons nos forces sur des initiatives comme la tienne. Personnellement, moi en tout cas, Christian, merci parce que tu nourris mon espoir. Et une des critiques potentiellement qu'on pourrait te faire aussi, c'est que ça va coûter cher, cette démocratie directe. Est-ce que tu as étudié un peu la question ? Ah oui. Oui. Alors, dans le livre, on a fait effectivement un chiffrage. Parce que les objections, les critiques, on les connaît et on les a toutes décortiquées les unes après les autres. Je ne dis pas que
on est obligé de nous croire, mais en tout cas, on est bien obligé de constater que nous avons essayé de répondre à toutes les questions. Alors, le chiffrage, bon, c'est un chiffrage. Alors, chiffrer la démocratie représentative, c'est tout à fait possible. On sait combien coûte l'Assemblée nationale, combien coûte le Sénat, combien coûte le gouvernement, combien coûtent les élections municipales, combien coûtent les élections cantonales, combien coûtent les élections législatives, les présidentielles. On connaît tous ces coûts. Bien. Et ce qu'il faut dire aussi, parce que souvent nos contradicteurs sont de mauvaise foi, c'est que les coûts de la démocratie directe ne viendraient pas s'ajouter aux coûts de la démocratie représentative, bien entendu, mais les remplaceraient. Voilà. Donc, d'un côté, on a ces coûts que je viens de lister. D'un autre côté, on a les coûts de fonctionnement des agoras que nous avons évalués. On va essayer de les évaluer. C'est-à-dire, d'une part, au niveau des infrastructures, puisqu'il s'agit de créer des salles. Les salles, nous avons imaginé la chose la plus simple, bien sûr, qui est de transformer les mairies en agora. Puisqu'il n'y a plus de mairie, il n'y a plus de salle du conseil municipal, puisqu'ils sont des mandataires. Donc, on transforme les mairies et les bâtiments communaux en agora. Bon, alors, ça veut dire qu'il faut des transformations, des pupitres, enfin, etc. Bref, on a essayé de les chiffrer. Je ne vais pas citer les chiffres ici, ils sont dans le livre, chacun pourra les consulter. Et puis nous avons chiffré aussi le fonctionnement, puisque les agoras sont, il y a un certain nombre de personnel, hein, d'animateurs qui sont des salariés, voilà, de l'État, qui sont des fonctionnaires. Et puis nous sommes arrivés à un chiffre, voilà. Et puis ce chiffre, il est inférieur au chiffre de la démocratie représentative. Donc, alors bien sûr, on va pouvoir ergoter, on va dire mais vous avez mal compté, ça coûte plus cher que ça. En tout cas, nous avons fait l'effort de chiffrer. Hein. Même si nos chiffres sont contestés, on montre, ce qui est un constat par contre, c'est qu'on n'est pas dans des ordres de grandeur déments. Que même si le résultat que nous avons obtenu, auquel nous sommes arrivés, à savoir que la démocratie représentative coûtait moins cher la démocratie directe coûtait moins cher que la démocratie représentative, même si ce calcul à l'usage, lors de sa mise en œuvre effective, s'avérait que finalement ça coûte plus cher que ce qu'on avait pensé, on n'est pas dans des ordres de grandeur démentiels. Voilà. Donc effectivement, c'est une étude qu'on a faite. Alors, on ne peut que faire un budget prévisionnel, puisqu'on ne peut pas comparer à l'échelon d'un pays ou même à l'échelon d'une collectivité suffisamment importante. Hein, on ne parle pas d'une tribu au fin fond de l'Amazonie. Eh bien, nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas d'exemple qui nous permettent de faire un chiffrage du coût d'un tel système. En tout cas, vous vous êtes quand même posé la question et vous avez tenté donc de proposer une réponse. Et une critique aussi qu'on pourrait même nous exposer, parce que personnellement, moi, j'ai beaucoup d'appétence pour ton projet de démocratie directe. On dépasse avec ce nouveau principe d'organisation et de gouvernance de la cité, on dépasse les clivages traditionnels et toute la structure telle qu'on l'a connue depuis maintenant plusieurs siècles. Et donc, on va aussi laisser la porte ouverte à des gens qui sont considérés, entre guillemets, comme extrémistes, comme fanatiques. Et donc, toi, personnellement, est-ce que tu as une inquiétude par rapport à... Tu as en partie répondu en distinguant légitimité et légalité, mais voilà, comment tu ressens, est-ce que tu as une inquiétude personnelle par rapport à des idées qui pourraient être inverses à ta morale, des idées que tu pourrais considérer comme nauséabondes, qui pourraient émerger, ou non, tu as vraiment une confiance en tant que démocrate, tu remets ta confiance dans le peuple? Alors là, on revient sur l'affaire subjective. C'est-à-dire, est-ce que la mesure qui va être votée, c'est une bonne ou une mauvaise mesure? Bon, j'ai déjà répondu en disant que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne loi ou qu'une mauvaise loi. Je sais ce que c'est qu'une loi légitime ou pas légitime. Et après, alors, je ne sais pas ce que c'est a priori qu'une bonne loi. A posteriori, je peux, comme tout le monde, analyser que telle mesure qui a été prise à tel moment a donné des résultats qui ont été bons ou pas bons, etc. Bon.
Donc, préjugés, ça n'est pas mon truc, ça n'est pas ma façon d'analyser. Donc, à partir du moment où on a une majorité de gens, une grande majorité, parce que on ne va pas encore une fois rentrer dans le détail des seuils, des quotas qu'on a établis, mais pour qu'une loi soit votée, en système de démocratie directe, il faut une grande majorité. Des majorités plus fortes que les majorités qu'on a actuellement. Actuellement, tu as vu, on n'a pas besoin de majorité puisqu'il suffit qu'un technocrate édicte une mesure. Bon, donc, le fossé, l'abîme qui sépare les deux systèmes est abyssal. Voilà. À partir du moment où une immense majorité souhaite édicter une règle coercitive telle ou telle, d'un point de vue de la vertu et de l'éthique de la procédure, je n'ai rien à dire. Alors ensuite la mesure qui va être votée, démocratiquement votée, et donc légitimement votée, légalement et légitimement votée, elle va me plaire ou pas me plaire. Tout à fait, c'est la question. Je dirais d'abord qu'en tant que, disons, cartésien, observateur objectif, et en tant que scientifique, parce que ma démarche est une démarche scientifique, j'attends de voir les résultats. Je ne préjuge pas par, disons, un ressenti qui va être un ressenti, comment dire, personnalisé. À savoir, telle mesure, à partir du moment où elle a été proposée par telle personne, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que la mesure a été proposée par telle personne. Voilà. Bon, ça, c'est un raisonnement que je ne fais pas. Donc, la mesure que je vais chercher à voir, là, je raisonne en tant qu'individu personnel dans le système de démocratie directe avec des mesures qui sont votées. Bon, si la mesure qui est votée par le système de démocratie directe, telle qu'on l'a proposée, est une mesure qui ne me plaît pas, je vais attendre de voir, enfin, disons qu'a priori, je ne vais pas avoir d'a priori, mais admettons que j'en ai quand même un. Bon, eh bien, je vais attendre de voir ce que donne cette mesure avant d'aller plus loin. Et puis, si cette mesure, mais si je suis sûr que ça va être pas bon, ou que très rapidement, je vois que les résultats sont pas bons, eh bien, je vais faire le maximum pour réunir autour de moi le maximum de sympathisants afin de retourner dans les agoras et de faire une contre-mesure, de faire modifier la loi, puisqu'à tout moment, la loi peut être modifiée. Ça, c'est très important aussi. C'est quelque chose de totalement nouveau. On peut apprendre de nos erreurs. Voilà, oui. Bon, alors, effectivement, là, c'est en termes d'erreurs. Aujourd'hui, on a des lois, enfin, on a des mesures. On va mettre ensemble les lois législatives et puis les mesures d'ordre exécutif qui sont, je dirais, empreintes de l'image de celui qui les a prises. Étant donné que c'est un tel qui a proposé ça, ceux qui sont contre un tel vont dire que c'est pas bien. Nous, on est empirique, cartésien, matérialiste. Ça donne de bons résultats ou ça donne pas de bons résultats. Si ça donne pas de bons résultats, on retourne à l'agora et on propose. Maintenant, au moment du débat, lorsque les gens dont tu parles, qui sont taxés d'extrémisme qu'on n'aime pas, parce qu'il y a des extrémistes qu'on aime et on n'aime pas, bon, vont proposer une mesure qui nous révulse déjà a priori, bien, on va faire le maximum pour réunir, pour faire un battage, pour réunir autant de monde que ce soit possible autour de nous, pour faire en sorte que cette mesure ne passe pas. En étant démocratie directe, il suffit d'être un nombre important pour faire qu'une mesure ne passe pas. Si on n'arrive pas à réunir le nombre, parce qu'aujourd'hui, les mesures qui passent sont des mesures qui sont prises par un fonctionnaire, mais lorsqu'elles sont prises par l'Assemblée, elles sont prises sous la pression des lobbies. Hein, c'est-à-dire que les lobbies, ils frappent à la porte des députés, puis bon, voilà. Donc, c'est un système qui est totalement aux antipodes du système où ce sont les citoyens eux-mêmes qui, en nombre suffisant, arrivent
à faire passer des règles coercitives, et si son nombre insuffisant, eh ben, il n'arrive pas à les faire passer. Eh ben, c'est magnifique cette confiance que tu nous partages, cette humilité aussi, et tous ces outils qui nous permettent donc de contrer des choses qui nous dérangent aussi. Et donc chacun est égal, entre guillemets. Ça dépend de la volonté de chacun de construire et de participer à cette nouvelle organisation de la société, enfin de la cité. On va bientôt arriver à la fin de cet entretien. Si on veut mettre en place donc tout ça, j'imagine, t'en parlais en introduction, il faut une nouvelle constitution. Et donc, vous déjà, avec votre collectif, vous avez travaillé sur cette nouvelle constitution. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, s'il te plaît? Ça peut être aussi un document pour les internautes qui nous suivent, qui peuvent lire aussi pour encore nous rassurer, parce qu'on part déjà encore avec un matériau de base qui nous permet potentiellement de nous unir derrière votre collectif et derrière l'idée que tu approfondis depuis maintenant longtemps. Oui, alors il y a un document qui s'appelle Constitution nouvelle en démocratique directe, CNDD, qui est accessible librement en téléchargement sur le site démocratie-direct.com. Et voilà, elle est le fruit d'un travail collaboratif qu'on a mené pendant 2 ans, pendant les années 2014 et 2015, à raison d'une réunion par semaine, une réunion de 4 heures par semaine. Donc, on a fait environ 70 réunions et on a accouché, disons, de cette constitution. Voilà. Alors, bon, nos travaux ont comporté 2 pans. Il y avait cette constitution qui est un travail uniquement sur les procédures, puisqu'on modifie les procédures, et puis un projet politique qui intègre la deuxième composante dont j'ai parlé en préambule de cet entretien, qui intègre la composante, disons, économique. Voilà. Mais pour rester sur notre affaire de procédure, de démocratie et de changement, en fait, de dispositif d'élaboration de la loi et aussi de conduite des affaires, sans préjuger du contenu des mesures qui vont être prises et des lois qui vont être votées, eh bien, il y a ce document qui s'appelle Constitution nouvelle en démocratie directe et qui est accessible librement au format PDF sur le site que je viens de citer. On fera d'ailleurs sûrement une émission spécialement avec ce collectif, Démocratie directe et résilience. Et donc j'avais envie de finir cette émission sur quelque chose qui nous ouvre les imaginaires. Personnellement, autour de moi, je vois beaucoup d'individus qui sont résignés aussi parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer qu'un autre monde est possible. Ils n'arrivent pas à s'imaginer concrètement qu'on peut changer la structure politique et sociale. Les gens me prennent des fois pour un fou. Ils me disent mais tu rêves, ça fait 230 ans depuis la Révolution française, même si évidemment il y a des retours avec les empires et tout, mais ça fait plus de 2 siècles qu'on est dans ce système de démocratie représentative. Mais qui es-tu pour avoir l'espoir de construire cette nouvelle structure-là? Et donc, je vais te poser une question qui est un peu utopique, mais qui me tient à cœur. Imaginons par exemple, on est en 2040, la démocratie directe a été mise en place depuis plus de 15 ans. Donc dans les années 2025, et là on est en 2040. Est-ce que tu pourrais nous décrire de manière un peu comptée, imagée, ce que tu t'imagines de cette société de demain, comment elle fonctionnerait, des images qui te viennent en tête, qu'est-ce que tu observes dans cet instant présent, en 2040, après plus de 15 ans de démocratie directe? C'est de la futurologie là. Je ne me considérerais pas comme quelqu'un ayant une mission d'encourager les autres à l'action. Mais je vais essayer de répondre à un petit jeu de simulation que tu me proposes. Si la démocratie directe était installée depuis 15 ans, ça veut dire que on n'est plus en phase de démarrage, on est en phase de routine. Qu'est-ce qui change dans la vie des gens de tous les jours? Bon, ce qui change d'abord, et puis c'est le but de la démocratie directe, c'est un rapport du citoyen à la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est la conduite des affaires publiques. Conduite des affaires publiques que le citoyen a démissionné aujourd'hui. Bon, puisqu'il est appelé aux urnes une fois de temps en temps, il vote sans être vraiment éclairé. On va pas revenir là-dessus. Donc, il y a une reprise en main. Il y a une reprise en main depuis 15 ans, donc, comme tu le dis, de la politique par le citoyen.
C'est-à-dire que c'est le citoyen qui fait la politique. Et il fait d'abord les lois. C'est la première chose. Alors, concrètement, comment ça se passe tous les jours? Eh bien, tous les jours, il passe devant l'agora. Il n'y va pas tous les jours. Nous avons imaginé, hein, dans le petit programme que nous avons fait, qu'il y a une organisation avec des séances, des rotations, tout le monde ne peut pas y aller en même temps, etc. Donc, il y a un calendrier, une gestion de tout ça. Et donc, la présence à l'agora va faire partie, c'est ça qui change surtout, faire partie non pas du quotidien, mais fait partie, c'est une des activités du citoyen, c'est aller à l'agora. Alors, c'était un petit peu le cas hein, pendant la période de la Grèce antique, pendant laquelle il y a eu cette démocratie. Donc, la fréquentation de l'agora devient un élément du lien social. Pas forcément pour tout le monde, puisque, encore une fois, la présence à l'agora n'est pas obligatoire, ça c'est très important de repréciser, et ce qui veut dire que les gens iront à l'agora en fonction des problèmes qu'ils rencontreront ou des sujets qui seront en débat. Si un sujet qui est en débat n'intéresse qu'une petite catégorie de gens, il n'y aura que cette petite catégorie de gens qui iront à l'agora. On consultera le programme de l'agora un petit peu aussi qu'on consulte aujourd'hui le programme de la télé. Bon, tu vois un peu la différence. Hein, au lieu de consulter le programme de TF1, M6, machin, bon, on consultera le programme de l'agora. Déjà, on élève le niveau. Et donc, voilà. Et donc là, on voit tout de suite déjà le mécanisme. C'est-à-dire que si très peu de gens sont intéressés par le sujet qui sont proposés dans le débat, la loi ne sera pas votée. Parce que nous avons établi, pour que la loi puisse être votée, un quota minimal de participation. Ça, c'est pour répondre à l'objection. Je veux que tu ne l'as pas faite, mais ça me permet de la faire. On dit genre, oui, mais alors, avec vos agoras, il suffira qu'il y ait 2 ou 3 personnes dans une agora. D'abord, on dit qu'il n'y aura personne dans vos agoras. Et puis, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 personnes, et puis on passera la loi avec 2 ou 3 personnes. Non, il y a un quota. On dit qu'il faut qu'il y ait au moins la moitié des citoyens hein, qui votent pour qu'une loi passe. Voilà. Bon. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des propositions de loi qui seront étudiées dans les agoras, eh bien, la personne, elle n'ira pas, elle ira jouer aux boules, et la loi ne passera pas. Donc, je dirais, la non-légitimité, la non-pertinence d'une loi, elle sera immédiatement pressentie par le fait que les gens ne s'y intéresseront pas. À l'inverse, lorsque il y a un sujet qui, instinctivement, spontanément, va réunir beaucoup de gens, comme par exemple une épidémie, une pandémie, un problème sanitaire, les gens vont venir aux agoras, en tout cas s'ils y viennent, ce sera pour régler un problème qu'ils ressentent en eux. Donc, la fréquentation des agoras, qu'elle soit importante ou pas importante, sera un baromètre de la vie politique. Aujourd'hui, le baromètre, qu'est-ce que c'est hein? C'est les sondages. C'est les sondages, hein, ou c'est le VRP adoubé en chef qui vient faire une intervention voilà, à telle heure sur la chaîne, non pas la chaîne publique, mais la chaîne la plus riche. Bon, bref, voilà. Donc, c'est ça surtout qui change, c'est ce rapport du citoyen moyen à la politique et finalement à la conduite de ses propres affaires. Donc, c'est la prise en main par les citoyens de ses propres affaires. C'est sur le plan législatif que tu as bien compris que, pour nous, la législative, c'est vraiment la clé de tout et l'importance maximale de tout. Ça révèle une importance maximale. Et pour ce qui concerne l'exécutif, c'est la possibilité, lorsque la situation l'exige, les gens iront à l'agora pour s'opposer à tel ou tel. Bon, mais alors, cette pratique sera une pratique qui s'inscrira
dans le comportement des gens, ce qui s'inscrira dans la vie sociale. Ce qui fait qu'il n'y aura pas la politique d'un côté et la vie sociale de l'autre. La politique sera intégrée à la vie sociale, ça fera un tout. Bon, c'est créer de la fluidité finalement entre l'individu et l'organisation politique. Eh bien, c'est vraiment magnifique. Moi, je te remercie parce qu'en tout cas, tu me donnes des étoiles dans les yeux. Parce que quand je vois aujourd'hui que l'abstention est le premier parti de France depuis plus de 20 ans, et que je vois 20 ans, c'est quand même longtemps. Hein. Personnellement, j'ai une trentaine d'années. Donc, quasiment depuis que je suis né, déjà, la démocratie est plus qu'en crise. Et quand je vois des penseurs comme toi qui tentent de proposer des choses d'une manière très, on va dire, froide, c'est pas une critique que je te fais, mais au contraire, tu as une forme de neutralité, une forme de froideur où tu es pas, comme tu le dis toi-même, tu n'es pas dans une mission. Contrairement à moi, des fois, qui est un peu cette démarche où j'ai l'impression d'être missionné. Tu es dans une démarche assez scientifique, analytique, rationnelle, matérialiste. Et donc, c'est vraiment passionnant d'entendre des gens comme toi. Je te remercie vraiment, Christian. J'encourage aussi les internautes à suivre tes travaux. Donc, je me permets de citer ton site internet, évidemment, hein, Christian Loru, avec un T à la fin.com. Je mettrai tous les liens dans la description. Aussi, allez suivre la chaîne YouTube que tu animes, avec un collectif aussi qui est passionnante. Personnellement, j'ai trouvé des vidéos qui m'ont appris beaucoup. C'est la chaîne qui a pour nom Demain la décroissance. Voilà, donc une chaîne avec plein de documents passionnants. Et le premier document que je vous encourage à regarder, c'est le documentaire de 44 minutes que Christian tu as fait, qui est une forme de synthèse de ton livre Vers la démocratie directe. Et donc pour les gens qui ont l'envie de lire, ben évidemment ils peuvent commander ton livre. Et pour ceux qui n'ont pas le courage de lire le bouquin, regardez ce document. Il est très concret, il est très pratique et il permet, après avoir visionné par exemple des films comme Hold Up, qui dénoncent et qui critiquent les enjeux autour du Covid-19 et qu'on voit le danger actuel en 2020 par rapport à des grandes fortunes sur cette terre qui tentent de construire un monde qui va encore plus loin que l'intérêt général, mais carrément un monde qui est lié uniquement à leur philosophie, à leur idéologie, et qui veulent imposer ce projet de société à la terre entière. Et bien des projets comme le tien, Christian, de démocratie directe, est vraiment une réponse pertinente. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma chaîne Akina. Merci aussi de ta tolérance vis-à-vis de mon jeune âge et de mon apprentissage. Je suis un autodidacte journaliste. Je n'ai pas encore la prétention d'avoir le niveau d'autres. Mais voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice comme tu le fais très bien. Et j'espère que j'aurai l'occasion donc de te retrouver avec le collectif aussi dont tu es un des animateurs, que ce soit le collectif Mouvement pour la démocratie directe et la décroissance, ou même potentiellement on pourra peut-être parler d'un projet pour 2022. On laisse la surprise aux internautes, on n'en dit pas plus. Mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver prochainement sur ma chaîne Akina. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir, Christian, de t'avoir avec moi cet après-midi. Tu veux rajouter un petit mot ? Pour dire que c'était un plaisir partagé, oui. Eh bien, merci. Merci pour ces espoirs que tu donnes, vraiment. Je suis entouré de personnes pleines de désespoir. Et pour moi, ce que tu proposes nourrit l'espoir. Et c'est aussi important, tout en ayant donc cette approche que tu rappelles. Tu n'es pas missionné, tu es un scientifique. Et merci pour cette approche scientifique qui permet de dépassionner, d'enlever toute cette émotion et cette cristallisation qu'il peut y avoir parfois dans les enjeux politiques. Je te souhaite une belle soirée et à très vite, j'espère, sur la chaîne Akina. Au revoir, Christian. À la prochaine. Ciao. Bye bye. Merci Bientôt. beaucoup. Et vive la démocratie directe. Devenons acteurs de la cité. Au revoir. Merci.